Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Apathy. UDI, Union des démocrates et indépendants, c'est le parti du centre avec le MoDem, l'autre parti du centre, l'un à droite, l'un à gauche. Vous couvrez cet espace politique qui a tout le temps été important dans la politique française. Et là, on a l'impression que depuis un an, vous avez du mal à exister. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'on vous invite pas assez, mais il y a un petit problème tout de même d'occupation d'espace et d'existence politique, non? Bon, d'abord, on accepte toujours les invitations, Monsieur Apathy, mais deuxièmement, je ne sais pas s'il y a un problème d'occupation d'espace politique. Il y a une recomposition politique qui est en cours, il ne faut pas se raconter l'histoire. Emmanuel Macron s'est inscrit dans un espace politique qui va grosso modo d'Alain Juppé jusqu'à Michel Sapin au Parti Socialiste. Nous sommes dans cet espace. Est-ce qu'il couvre tout cet espace? Est-ce qu'il partage ou fait partager toutes les idées de cet espace? Non, mais il s'est inscrit là-dedans. Et ça a perturbé forcément le jeu politique. Et j'ai essayé simplement avec mes amis de l'UDI d'incarner une leçon que nous tirons de l'élection 2017. Les Français veulent plus qu'on joue comme avant, qu'on fasse pas semblant. Grosso modo, moi ce que je souhaite, c'est simplement quand je suis d'accord avec Emmanuel Macron, le dire clairement. Et quand je ne suis pas d'accord, le dire tout aussi clairement. Parce que les auditeurs qui nous écoutent, les téléspectateurs qui nous regardent, les citoyens français, ils jugent pas l'action d'un gouvernement en bloc, ni celui-là, ni celui de Hollande, ni celui de Sarkozy. Il y a des choses qui plaisent, des choses qui déplaisent. Ils attendent des responsables politiques qui les représentent, nous, de dire ça va dans le bon sens, ça va pas dans le bon sens. Ils attendent en plus une chose supplémentaire, ce qu'essaye d'incarner l'UDI. C'est quand quelque chose ne va pas, on fait une proposition en face. Parce que le terrible, c'est cette espèce de politique réflexe. Celui-là, il n'est pas avec moi, je tire dessus et je propose jamais rien. Ça, c'est désastreux. Globalement, ça va ou ça va pas le gouvernement? Globalement. Quand on fait la balance, les biens et les pas bien. Je vous dirais qu'il y a 60% de choses qui me conviennent. Et j'en ai dit un certain nombre sur l'éducation nationale au niveau primaire, sur la réforme du travail, sur la SNCF, sur beaucoup de choses. Mais les choses qui ne vont pas m'inquiètent. M'inquiètent par exemple sur le sens de l'équité et de la justice. Est-ce que chacun dans notre pays est reconnu à la hauteur de l'effort qu'il fait ou qu'on lui demande de faire? Ça, je ne suis pas sûr que pour l'instant le gouvernement et le chef de l'État aient pris la mesure de la nécessité de l'équité et de la justice pour que tout le monde accepte de ramer dans le même sens. Vous dites comme François Pinault, il faut que le chef de l'État soit plus attentif aux plus faibles dans la société. Je pense que... Mais vous savez, c'est l'histoire du premier de cordée. Le premier de cordée, il a une légitimité quand il sert le dernier de cordée. Quand le dernier de cordée se rend compte que le premier de cordée lui sert à rien, il finit par le jeter. Vous soutenez 60%, vous avez dit, de la politique d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup. Je suis pas sûr que tous les ministres et tous les députés de la majorité soutiennent 60% de cette politique. Vous pourriez travailler ensemble d'une façon ou d'une autre, ou c'est quelque chose... Ça, par contre, c'est une ligne rouge. Mais moi, je considère que nous travaillons, entre guillemets, ensemble, et que la question se pose à la majorité, au gouvernement, à la majorité parlementaire, au gouvernement, au chef de l'État. Pourquoi? Parce que toutes les majorités qui se sont succédées, Sarkozy, Hollande, Chirac avant lui, au lieu de s'ouvrir quand elles ont été élues, vous gagnez normalement, vous vous ouvrez, vous essayez d'écouter, vous ne pensez pas que vous avez toujours raison sur tout, elles se referment, elles se rétractent. La seule différence, c'est que si nous travaillons, et nous l'avons fait en proposant des modifications sur telle ou telle loi, si nous avançons des idées, évidemment, on attend qu'elles soient entendues, mais il y a une grande différence, c'est que ça nous donne une totale liberté d'ailleurs. Nous ne devons pas nos sièges à Emmanuel Macron, nous ne devons pas nos fonctions représentatives à Emmanuel Macron. Dans une majorité, les élus d'En Marche ou les élus du MoDem, ils ont été élus grâce à lui. C'est difficile pour eux d'avancer des idées un peu différentes. Nous, on peut le faire, mais pour eux, ça peut être un enrichissement, à condition qu'ils fassent vraiment nouveau monde et qu'ils ne reproduisent pas l'ancien monde où les majorités se rétractent sur elles-mêmes. Travaux pratiques, si vous habitez dans des départements où les routes sont limitées à 90, eh bien à partir du 1er juillet, ce sera 80, et le Premier ministre expliquait la mesure ainsi. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Dans l'ensemble, les experts évaluent que cette mesure peut permettre de sauver chaque jour une nouvelle vie, soit entre 350 et 400 chaque année. C'est une mesure que vous n'aimez pas, Jean-Christophe Lagarde. Oui, parce que c'est sa logique parisianiste, centralisatrice, qui me paraît absurde. Il y a 400 000 kilomètres de routes secondaires. C'est un élu local à l'origine, donc vous le traitez de parisianiste. Manifestement, je crains que l'administration ait eu raison du côté élu local. Il y a 400 000 kilomètres de routes secondaires en France. Il y a une cartographie très précise de chaque route, chaque virage, chaque village dans lequel on peut connaître un accident. Pour tout ça, pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir des préfets, des sous-préfets, des directeurs régionaux de l'équipement. Et au lieu de se dire, c'est là où il y a des accidents qu'on doit effectivement regarder les choses, non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une mesure générale et on va enquiquiner des gens sur des routes. J'en connais, moi, je pense par exemple à une route des Hautes-Alpes qui s'appelle la Nationale 94. Des kilomètres sans une intersection. Vous allez les mettre à 80 km/h, il n'y a jamais d'accident, vous n'allez pas en rajouter.
Je demande simplement qu'on change de méthode, qu'on cesse le parisianisme et qu'on dise, qu'on mette autour de la table les préfets, les sous-préfets, les élus locaux, les associations de victimes de la route, les associations d'automobilistes, et qu'on dise à cet endroit c'est dangereux, on fait quoi? Parce qu'il n'y a pas que d'abaisser la vitesse. À cet endroit, il faut peut-être abaisser la vitesse, faire des travaux, mettre un radar, et je pense qu'on serait plus efficace et que c'est pas une vie par jour qu'on économiserait, mais bien plus. Méthode de gouvernement mise en cause. Vous n'aimez pas non plus, alors peut-être pas le fond de la réforme, mais la manière dont elle se déroule Parcoursup, qui oriente les lycéens. Ah là, je suis ulcéré par l'absence de transparence. Ouais. Ce système est mieux qu'APB, parce qu'il cherche à regarder le mérite plutôt que le tirage au sort. Mais il n'est pas transparent. Il y a une mesure là-dedans dont je n'arrive pas, et depuis le mois de mars dernier où j'ai demandé la transparence, dont je n'arrive pas à tirer les choses au clair. Cette mesure, c'est que chaque rectorat dit, dans une université, dans telle filière, je vais décider combien de personnes viennent de mon académie et combien de personnes ne viennent pas de mon académie. Des quotas. Sauf que ces quotas... Ça, les rectorats le décident librement. C'est le rectorat qui le décide librement. Ouais. Sauf que ces quotas ne sont pas publics. Et vos confrères du Figaro qui ont enquêté et qui avaient le même pressentiment que moi, le risque de ségrégation sociale, montre, il y a quelques semaines de ça, sans que pour autant on obtienne encore une annonce ou une transparence du gouvernement, que quand vous voulez faire, pour venir travailler, étudier à Paris, quand vous voulez faire du turc, on accepte 93% de personnes en dehors de Paris. Quand c'est du monténégrin, du vietnamien, du maghrébin, de l'arabe littéral, 76% en dehors de Paris. Quand vous voulez faire du droit, ça devient plus compliqué. À Panthéon-Sorbonne, on accepte 15% de gens qui ne sont pas de Paris. Lorsque vous voulez faire du droit à Assas, c'est toujours 15%. Si jamais vous voulez faire de l'économie à Assas, c'est 10%. Et si vous voulez faire de la science politique à Panthéon-Sorbonne, c'est 1% des élèves qui ne seraient pas de l'Académie de Paris qui ont le droit de venir. Et ça, c'est les rectorats qui décident seuls de ces quotas. Oui, et la question que ça pose de façon majeure, c'est est-ce que quand on habite en banlieue ou en province, on a le droit aux filières d'excellence? Pardon, derrière ça, c'est la République. La République, c'est pas l'héritage. C'est pas parce que vos parents ont les moyens de payer un loyer au cœur d'une métropole que vous avez le droit d'aller dans la bonne école. Et là, de ce point de vue-là, j'exige la transparence et je demande réellement qu'on publie ces chiffres pour qu'on voit comment ça se passe. Si je me trompe, je ferai amende honorable. Mais si, comme je le lis, un élève de banlieue qui a 20 sur 20 à l'oral du bac de français, 18 à l'écrit, 18 de moyenne générale, qui s'appelle Abel, qui a 17 ans, qui est en terminale S à Montgeron, dans l'Essonne, et oui, c'est pas dans les centres-villes, c'est pas dans les beaux quartiers, ce gamin se retrouve dans toutes ses demandes en liste d'attente. Je veux voir tous ceux qui sont devant lui quand ils habitent Paris. Est-ce que réellement, ils avaient les meilleures notes ? Donc discrimination pour les lycéens de banlieue est la seule manière... Ce risque-là, c'est la transparence qui doit l'effacer. Et cette transparence, vous la demandez donc au gouvernement. Nous suivrons l'histoire. France Info. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. L'Europe est à la peine, elle ne parvient pas ou elle a du mal à surmonter la crise des migrants. Un conseil important s'ouvrira demain à Bruxelles pour essayer de trouver un accord entre les 28. Ça n'est pas gagné. Le président de la République a dénoncé les nationalismes qui montent dans les pays européens en évoquant la lèpre qui monte, et cette formule a indigné Marine Le Pen qui était notre invitée lundi dernier. Ce propos est indigne. Ce propos est éminemment critiquable. Prononcé par d'autres, il aurait justifié une levée de boucliers et un rappel très certainement des heures les plus sombres de notre histoire. La lèpre qui monte, c'est une formule qui suscite quel commentaire chez vous? Que disait Bertolt Brecht? Que le ventre était encore fécond, d'où renaît la bête immonde. Alors évidemment, les enfants du ventre, ils vont pas dire que c'est une bête immonde. Mais évidemment que ça remonte. Mais ça remonte pourquoi? On peut parce pas en que faire... les électeurs déjà choisissent ces dirigeants-là. On ne peut pas en faire procès aux citoyens de l'Union européenne, de quelque pays que ce soit. Elle remonte en partie d'ailleurs à cause de gens comme Madame Le Pen. D'abord parce que... Mais oui, Monsieur Apathy, vous le savez, mais vos auditeurs ne le savent pas. L'Europe n'a aucune compétence en matière de migration. Depuis des mois, pour ne pas dire des années, on dit l'Europe est en échec sur le problème migratoire. Ce n'est pas de la compétence européenne. Et ce n'est pas de la compétence européenne qui n'a aucun droit en la matière, c'est uniquement du droit national, parce que les nations ont refusé que ça soit un droit européen. Ont refusé qu'on gère ça ensemble. Mais les nations ont trouvé un accord pour gérer à la fois l'arrivée des migrants et ce que l'on appelle les migrations secondaires, c'est-à-dire le passage d'un pays à un autre. Et c'est d'ailleurs cela qui pose problème. Ce que l'Europe a dû gérer, c'est que puisque nous avons aboli les frontières intérieures sans créer de frontières extérieures, il a fallu gérer en intérieur. Et Frontex, qui est un tout petit début d'embryon de ce qu'il faudrait faire, a été fait sous la pression de quoi? Des Grecs qui ne pouvaient pas garder leurs côtes et des Italiens qui étaient dans la même situation. Et puis ensuite, hypocritement, on a laissé tomber les Italiens en disant après tout, ils se débrouillent avec les gens qui sont là. La France et les autres pays ont détourné le regard. Alors que ce que nous devons faire pour pouvoir y arriver, c'est la première chose d'avoir des gardes-côtes
Pardon, en 1989, je faisais campagne comme jeune militant derrière Simone Veil qui proposait ça. Les gens qui croient dans l'Europe, ils ont des solutions. Les gens qui n'y croient pas, c'est les nationalistes dont on parle, ils refusent, ils disent tout au plan national. Et ça ne marche pas. Alors, il faudrait effectivement, première chose, qu'on ait des garde-côtes. Deuxième chose, qu'on fasse comme au Canada et qu'on gère le problème migratoire tous ensemble. Chaque pays définit combien de personnes il peut accueillir, mais derrière, on protège les frontières ensemble, on délivre des visas ensemble, on crée des hotspots dans ce qu'on appelle des hotspots, des centres d'accueil et d'études des demandes dans les pays de départ, et on renvoie d'ailleurs les clandestins dans ces pays de départ. Parce qu'il y a deux catégories, quatrième chose, qu'il faut faire. Vous avez les réfugiés politiques, et ceux-là, il faut avoir un droit d'asile européen commun. Selon que vous touchez les côtes grecques, que vous arrivez en Allemagne ou en France et que vous demandez l'asile, on ne considère pas votre demande de la même façon. Mais quand vous partez d'un pays où vous êtes en danger, vous êtes en danger. C'est pas de là où vous arrivez qu'on doit regarder. Et dernière chose, qu'on soit capable d'avoir une politique européenne en direction des migrants économiques, à la fois de raccompagnement et en conditionnant la coopération de l'Europe pour le développement de ces pays à leur coopération sur le contrôle migratoire. Bref, les solutions existent. Elles ont juste été refusées par tous les États, tous, parce qu'il fallait que ça reste proprement national. Et vous voyez combien ça met en péril aujourd'hui la communauté. Exactement, mais c'est pour ça que je me bats. Je veux un ministère européen des migrations pour qu'on traite la coopération, et donc ça ira mieux pour pouvoir envoyer les gens ou étudier leurs demandes, qu'on traite ces hotspots, qu'on traite les côtes en les gardant, qu'on ait un droit d'asile commun, bref, qu'on arrête les trous dans la raquette, parce que les trous dans la raquette, on en accuse l'Europe, alors que ce sont en permanence les nations qui les organisent. On a beaucoup parlé de l'Aquarius, il y a un autre bateau, le Lifeline, qui attend toujours de pouvoir accoster probablement à Malte dans les prochaines heures. 233 migrants à bord. C'est une ONG allemande. Et hier, Emmanuel Macron a surpris, en tout cas frappé les esprits, en fustigeant le rôle des ONG, disant qu'elles faisaient le jeu des passeurs. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort dans le cas présent. On essaye, et c'est bien difficile avec la disparition de l'État libyen, d'avoir des garde-côtes libyens qui empêchent les gens de partir. C'est pas tellement seulement pour les empêcher de partir, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une mafia qui s'est constituée sur le sol libyen. Il faudrait aussi qu'ils ne gardent pas que les côtes, mais l'intérieur de leurs terres. C'est pas très facile dans cette situation-là. Et ces gens-là envoient sur des rafios pourris, prêts à couler, en mer un certain nombre de personnes. Les ONG vont les chercher au plus près des côtes, c'est-à-dire grosso modo incitent d'une certaine façon à ce que les passeurs les envoient directement sur leur bateau. Ils pourraient presque pas toutes les ONG, hein. Pas toutes. Lifeline critiquée. Celle-là dont je parle. Celle-là, les autres, elles sauvent beaucoup de gens en mer. Oui. Et donc, je pense que évidemment, je parlais tout à l'heure de garde-côtes communs. Nous devons, y compris dans le cas de la Libye, aller garder les côtes très près pour bloquer les passeurs, pour ramener les gens sur les plages. Parce que tant que ne se dira pas dans les pays d'origine, dans des pays de migration économique, qu'en Libye, il y a de l'esclavagisme et qu'on ne peut plus passer, ces passeurs feront des millions, les ONG récupéreront des gens, pour la plupart assez honnêtement, avant qu'ils ne coulent dans la mer, et on sera obligé de traiter le programme migratoire après. Finalement, le coup de gueule de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, aura peut-être servi à quelque chose, à se poser ces questions-là, qu'on se pose assez peu. Je pense surtout que c'est le tremblement de terre des élections italiennes et de l'accord où l'extrême droite est rentrée au pouvoir en Italie qui pose cette question-là. Mais c'est ce qui permet à Salvini de la poser, de manière réelle. Monsieur Apathy, je suis d'accord avec vous. Et comprenez que les militants de l'Europe que nous sommes, qui depuis 25 ans proposent la solution, elles existent déjà dans d'autres pays. Je parlais du Canada tout à l'heure, où on gère le problème migratoire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'à force de ne vouloir le faire que de façon nationale, on ne le gère pas, on le subit. Et ça renverse des gouvernements. Le fait que ce gouvernement ait été renforcé a obligé les gouvernements européens, qui étaient dans une totale hypocrisie vis-à-vis de l'Italie, un peu comme la Grèce il y a quelques années, à se remettre en question. Qu'allez-vous faire pour les élections européennes qui s'annoncent dans un peu moins d'un an? Maintenant, nous aurons des élections au Parlement européen. Vous présenterez une liste, vous serez avec d'autres, vous avez une stratégie? Alors, vous aurez cette réponse-là en janvier prochain, parce qu'on aura un congrès extraordinaire pour ça. Nous avons ce week-end établi notre projet européen à travers un conseil national, qui sera d'ailleurs prolongé à travers d'autres manifestations. Nous voulons porter le projet fédéraliste européen. Depuis des années, on fait peur aux gens avec ça. Sauf qu'il y a des grands sujets. C'est le paradoxe de l'Europe. Aujourd'hui, elle s'occupe de petits sujets où elle est accessoire, inutile, voire embêtante, voire gênante. Et elle ne s'occupe pas des grands sujets qu'on ne sait pas gérer tout seul. Il faut reconfigurer l'Europe. L'Europe telle qu'elle est là ne fonctionne pas. Nous allons être les premiers critiques de cette Europe-là. C'est normal d'ailleurs, elle a toujours été confiée à des gens qui n'y croyaient pas. On fait un vaste marché. Bon, mais on n'a pas besoin de toutes ces institutions pour faire un marché économique. Ça, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre en commun ce qu'on ne sait pas faire seul. Avoir une monnaie unique, une monnaie fédérale, comme on l'a dans la zone euro.
Pardon, mais sans avoir un ministère de l'économie pour s'en servir, pour servir une stratégie industrielle permettant de créer des emplois, une stratégie commerciale, une stratégie de recherche. Pourquoi est-ce qu'on dépend autant de M. Trump pour tout ce dont on a besoin? Pourquoi est-ce que ces lois s'appliquent chez nous? Voilà à quoi devrait servir l'Europe. Je prends un deuxième exemple. L'Europe, elle se fait toujours en petit parce que les gouvernants n'y croient pas. Ils sont en train de prévoir en 2020 un parquet européen. Vous savez le parquet européen de quoi il s'occuperait? Des délits financiers. Nous voulons un FBI et un parquet européen pour s'occuper des terroristes et des grands trafiquants. C'est des idées que vous allez défendre vous allez, C'est ce que nous souhaitons. Donc faire, avec une liste UDI pour porter ces idées. Je vous ai dit que ce serait en janvier la décision, mais je vais vous dire autre chose que j'ai déjà. Personnel en tant que président de l'UDI. Je vais vous dire autre chose que j'ai déjà dit. Moi, je pense qu'on est toujours plus fort rassemblés, mais s'il faut les porter seuls, on les portera seuls. Parce que si on ne partage pas ces idées sur la capacité de mise en commun, sur la défense nécessaire, sur le ministère des Migrations, sur le ministère de l'Économie et des Finances dont on a besoin, sur une nouvelle politique agricole commune qui permet aux agriculteurs de vivre alors qu'on leur demande d'assurer l'autonomie alimentaire du continent. S'il n'y a personne pour porter ce genre d'idées, évidemment qu'on les portera. Si on est à plusieurs, on fait un meilleur score, on les porte mieux. Et avec vous en tête de liste? On verra. Je crois que vous avez dit que ça pouvait vous intéresser. Ça peut être le cas. Voilà. Mais il faut attendre janvier parfois, monsieur Apathy. Tout ça est dit à voix basse. J'écoute ce que vous dites. Non, parce que... L'essentiel, c'est enregistré, Bruce, même à voix basse. Monsieur Apathy, je n'en fais pas un sujet personnel. Je pense que c'est... J'ai dit ce week-end à mes amis de l'UDI que je pense que l'Europe est en train de mourir parce que, malheureusement, ceux qui y voient le plus de solutions sont ceux qui s'y impliquent le moins. France Info. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bon, c'est une chance ou une malchance de tomber sur Lionel Messi en 8e de finale de la Coupe du Monde? Vous suivez un peu le foot, vous avez L'Argentine, beaucoup moins que M. Toussaint, que j'entends tous les matins faire des commentaires très avisés. L'information, c'est que vous nous écoutez attentivement. Oui, ça c'est vrai. Je ne suis pas un spécialiste de foot. J'ai l'impression d'abord que l'équipe de France est assez atone, même si j'espère évidemment qu'elle aille le plus loin possible. Et j'ai trouvé qu'elle était capable d'un jeu extraordinaire, par exemple, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps du match précédent. Je trouve qu'elle est un peu endormie le reste du temps, pour dire la vérité. Et quand on nous dit que l'équipe argentine est endormie, j'ai peur de son réveil. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une grande chance d'être tombé sur eux. Bon, écoutez, on suivra ça. Mais ça n'empêche pas qu'on espère gagner. Et si eux l'espèrent, on a le droit aussi. Samedi 16h, on sera tous en bleu, blanc, rouge. En campagne électorale, il y a un peu plus d'un an de cela, Emmanuel Macron évoquait le retour du service national et il le faisait en ces termes. Je souhaite donc que chaque jeune Français ait l'occasion d'une expérience, même brève, de la vie militaire. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera donc instauré. Bon, et puis aujourd'hui, la montagne accouche d'une souris, ça va être présenté en Conseil des ministres, alors ce sera réservé aux jeunes de 16 ans, 2 fois 15 jours, ça devait être 6 mois, peut-être 3 mois à l'origine, ce sera peut-être 1 mois, enfin ça patine complètement. Ça sert à quelque chose de faire une réforme comme ça, d'après vous ? Oui, à donner le sentiment qu'on respecte un engagement. Moi j'y vois un avantage, pour dire la vérité, c'est qu'au moins ça existera. Ah. Bon. Mais je pense que... Mais ça va servir à quoi ? Oui, justement, je pense que ça aurait été beaucoup plus utile si on définissait qu'entre 16 et 25 ans, sur une période même tronçonnée, parce qu'on ne peut pas faire ça en un bloc de 3 mois, un jeune Français, une jeune Française rend service à son pays. On a la chance de naître dans notre pays qui nous garantit la liberté, la sécurité, l'éducation, la santé, la culture, toutes ces choses qui font que nous sommes Français. L'école nous apprend tout ça, nous apprend ces valeurs-là. Oui, mais on peut rendre au pays. On n'a pas seulement besoin de lui prendre. Rendre. Et donc, une semaine ou enfin, 1 mois quand on a 16 ans, qu'est-ce qu'on rend? Je vous ai pas dit, non, mais on apprend aussi des choses différentes. On voit des gens différents. On vit en ruralité, on vit en banlieue, on vit dans les centres-villes privilégiés. On voit des gens différents. Ce brassage est nécessaire, des expériences différentes pour aller servir son pays dans le domaine social, dans le domaine éducatif, dans le domaine environnemental. Bref. Avoir une autre... Vous savez, c'est un élément d'ouverture qui serait très bon. C'est le fond, mais la forme, ça va être une usine à gaz, non? Je reconnais que sur la forme, vous disiez que ça accouche d'une souris, c'est très décevant. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de bien à faire. Entre 16 et 25 ans, une sorte de parcours citoyen où je donne quelque chose à mon pays. On est surpris. En fait, on laisse beaucoup les jeunes de notre pays de côté. Et quand on les sollicite sur des thématiques, on est surpris de leur capacité de mobilisation. Organiser cette mobilisation, c'était mieux. Bon, vous serez sollicité en tant que parlementaire. Oui, la réforme vous sera présentée, vous la voterez. Vous la voterez pas. Vous voyez bien vous que la voterez. Comme ça, sous réserve de ce que sera exactement cette réforme. Peut-être qu'on la votera dans l'espoir qu'on puisse l'améliorer ultérieurement, mais on va déjà proposer les améliorations maintenant. Pourquoi
entre 16 et 25 ans, pendant 9 ans, vous ne pouvez pas, à raison d'une semaine, 15 jours ou un mois, à votre choix, aller vous engager dans telle ou telle cause, dans telle ou telle administration, dans telle ou telle... bien à faire à la société française. Il y a beaucoup de jeunes qui y sont prêts, qui aimeraient, et puis les autres, ça leur fera une belle expérience de brassage et de mixité. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, vous regrettez que Emmanuel Macron n'ait pas présenté, on l'attendait, un plan de rénovation des banlieues que présentait Jean-Louis Borloo? Bien sûr. La seule chose qui est faite en termes de rééquilibrage vis-à-vis des banlieues, c'est le dédoublement des classes en CP. C'est très important d'ailleurs, mais ça produira ses effets dans 15 ans. Et le fait de ne pas accepter qu'un département comme la Seine-Saint-Denis, mais en réalité, il y a dans les milieux populaires, c'est à peu près 13 millions de Français qui vivent, sont discriminés ne serait-ce que par les moyens normaux que devrait y mettre l'État. C'est pas la politique de la ville, c'est même pas des plans supplémentaires. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir il y a 15 jours, fait par des parlementaires qui ne sont pas de la Seine-Saint-Denis, et qui constatent que dans un département comme le mien, on met moins d'argent sur un élève alors qu'il a plus de difficultés sociales de départ, qu'on le fait dans les zones plus favorisées. On met des policiers moins formés et moins bien payés. On met des magistrats dans les mêmes situations. C'est-à-dire, en fait, il y a besoin d'un rattrapage. Et le président de la République dit non, il n'y aura pas de plan. Il suffit de travailler pour s'en sortir. Oui, il faut travailler pour s'en sortir. Mais on ne part pas tous du moins de point de départ, et que les plans en question, c'était fait pour justement se remettre au même niveau. Donc il y a deux choses qui font... Il y a eu beaucoup de plans déjà sur les banlieues, qui n'ont peut-être pas donné autant de résultats qu'on escomptait. C'est peut-être pour ça que le président de la République ne veut pas en faire un supplémentaire. Pardon, reprenez le rapport sur la Seine-Saint-Denis, monsieur Apathy. Il y a eu beaucoup d'argent des plans, mais il n'y avait même pas l'argent de départ. Et quand vous additionnez ce qu'on appelle les politiques générales, les politiques de droit commun, qu'on fait dans tout le pays, et que vous additionnez les plans, on met encore moins d'argent dans ces quartiers-là que dans des quartiers plus favorisés. Faut pas attendre des résultats, parce qu'à un moment donné, la question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde a le droit à la République? Et je vais vous dire une chose que je vous ai déjà dite. À force de ne pas prendre ce problème en considération, vous savez ce qui va se passer? C'est que c'est difficile de demander à des gens de respecter la République quand ils voient qu'eux-mêmes n'y ont pas accès. Emmanuel Macron était hier au Vatican, et en présentant Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères et breton d'origine, en le présentant au pape, Emmanuel Macron a eu cette phrase curieuse. Il y a des Bretons partout, c'est absolument... Les Bretons, c'est la mafia française. Voilà, c'est une mafia française. Alors le dire en Italie, je ne sais pas si c'était très... Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est une plaisanterie vraiment maladroite. Ouais, voilà. C'était sans doute à l'origine une plaisanterie, mais je ne sais pas si elle a fait rire le pape. D'abord, elle n'a pas l'air d'avoir fait rire le pape, et je pense qu'elle n'a pas fait rire les Bretons, à juste titre. Ah, les Bretons, ils ne doivent pas rire. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, très bonne journée. Merci.